Bonjour Philippe Juvin, merci d'être avec nous. Oui, bien sûr, vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, Bonjour. Je pense que les téléspectateurs également. Évidemment, on fait avec les moyens du bord. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes chef des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Vous êtes aussi, d'ailleurs, il faut le mentionner, maire Les Républicains de la Garenne-Colombes dans les Hauts-de-Seine. Vous êtes devenu l'un des visages qui nous est désormais familier depuis le début de cette crise. Vous êtes dans votre hôpital, l'un des plus gros d'Île-de-France. D'abord, ma première question, c'est à quoi faites-vous face ce matin? Quelle est la situation? On fait face en fait dans un service d'urgence à une arrivée qui ne cesse non pas de croître, elle est relativement constante à quelques unités près aux urgences depuis maintenant plusieurs jours, mais avec une caractéristique particulière, c'est que les patients qui viennent sont plus malades que d'habitude. On en garde presque plus de la moitié qui restent hospitalisés. Pour vous donner un élément de comparaison, dans une période normale d'activité d'urgence, on garde environ 15% des gens qui viennent aux urgences, les autres rentrant à domicile. Là, le rapport est inversé. On est à plus de 50% des patients qui se présentent aux urgences qu'on est obligé de garder hospitalisés, dont un certain nombre, 5-6%, qui passent directement en réanimation, ce qui est évidemment important. Et quand vous les gardez combien de temps? On a l'impression que c'est des hospitalisations aussi beaucoup plus longues que d'habitude. Alors là, on n'a pas assez de recul pour vous répondre. En fait, tout dépend de la gravité des choses. La plupart du temps, nous gardons les gens à l'hôpital pour deux grandes raisons. La première raison, c'est qu'il y a des patients qui sont extrêmement fatigués, donc qui chez eux ne sont plus capables même de s'alimenter, de se lever, ne serait-ce que pour boire. Donc ça justifie une hospitalisation. Et puis pour les cas les plus préoccupants, ce sont ceux qui ont besoin de recevoir de l'oxygène parce que leurs poumons ne sont plus capables d'assumer correctement la fonction qui est la leur, c'est-à-dire de prendre l'oxygène qui est dans l'air, dans l'air ambiant, et de l'amener jusque dans la partie profonde du poumon qu'on appelle l'alvéole, ce qui permet à l'oxygène de passer de l'alvéole jusqu'au vaisseau et ensuite d'emmener l'oxygène au tissu. Eh bien, ces patients qui manquent d'oxygène sont de gravité différente. Il est clair qu'on considère qu'un patient qui doit passer finalement en réanimation et être soumis à ce qu'on appelle un ventilateur artificiel pour l'aider à respirer, probablement sera gardé 15 jours à 3 semaines pour les patients les plus graves. 15 jours à 3 semaines en respiration artificielle et une convalescence également derrière, parce que c'est un acte très lourd. Oui, alors là, vous savez, on n'en est pas encore là. Il y a quelques patients qui, et pas encore dans notre hôpital, mais quelques patients qui ont été en Île-de-France hospitalisés et intubés et ventilés il y a maintenant 15 jours, quelques-uns sortent du coma dans lequel nous les avons plongés artificiellement pour qu'ils puissent supporter la machine. Et on n'a pas encore assez de recul, mais il est très clair que quand on est soumis à une telle épreuve, on n'est pas en forme le lendemain. Il faut de longues semaines et de longs mois de réhabilitation. Philippe Juvin, est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Alors dans l'hôpital dans lequel je travaille, qui est un des hôpitaux des sciences publiques, on a pas mal de choses. Et quand on se compare en particulier à d'autres établissements de plus petite taille, et alors je ne compare même pas à nos collègues de ville qui eux sont très dépourvus, ou les maisons de retraite c'est inimaginable, c'est pire. Nous avons ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut, c'est un peu exagéré parce que on sait, d'ailleurs vous l'avez dit, qu'en France il y a des ruptures de stock d'un peu tout, de tests, de certains médicaments même qui manquent. La question des ventilateurs va être clé. D'ailleurs, le directeur général de la santé l'a dit hier, le point clé dans cette affaire, c'est le nombre de patients qui entrent, non pas aux urgences, parce qu'on les gère, c'est beaucoup de travail, mais on les gère, mais qui entrent en réanimation. Parce que le nombre de lits de réanimation, eh bien, il n'est pas infiniment extensible. Et en particulier, le nombre de ventilateurs est important. Donc, tout va se jouer dans les jours qui viennent. On est à la marge. On a déjà doublé en Île-de-France le nombre de lits de réanimation. Je veux dire par là qu'on fait aujourd'hui de la réanimation dans des endroits où on n'en faisait pas il y a un mois. Il y a un moment où la question du nombre de ventilateurs va se poser. Donc on y ric-rac partout et c'est parfois un peu le système D. Quand vous voyez d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'industriels qui proposent de se remettre au travail pour fabriquer des respirateurs, est-ce qu'il est encore temps ? Mais bien sûr, il faut le faire.
En fait, vous savez, dans cette affaire-là où il y a une pénurie d'un peu de tout, c'est un peu le système D à tous les niveaux. Nous recevons des masques que des gens vraiment gentiment nous envoient. J'ai reçu une enveloppe avec 5 masques. C'est formidable, ça nous fait vraiment beaucoup plaisir. Nous avons reçu hier des masques de protection qui couvrent toute la face pour que nous puissions être protégés de chez Decathlon. On reçoit beaucoup d'éléments. Et la question des ventilateurs est une question clé. Et je sais que la Commission européenne a demandé à tous les industriels de l'automobile de fabriquer des composants de ces ventilateurs. C'est absolument fondamental. Il faut des ventilateurs parce qu'on en a un nombre limité et puis eux-mêmes peuvent casser, etc., etc. C'est ça le nerf de la guerre, ce sont les ventilateurs. On parle souvent d'ailleurs de tout ce qui manque. Quelle est notre force? Essayons quand même de voir aussi ce qui va. Quelle est notre force dans ce combat? C'est la bonne volonté des gens. C'est le fait que vous avez aux urgences et dans les réanimations et dans les hôpitaux publics, mais aussi privés et en ville, des professionnels qui se sont mobilisés d'une manière incroyable. C'est-à-dire ce qui tient, c'est un peu comme les fantassins qui étaient dans les tranchées au moment de la Marne. Il y a eu un miracle de la Marne, on le sait. Il y a un miracle du système de santé, avec des gens qui travaillent dans des conditions parfois très compliquées, qui honnêtement, quand on voit le salaire d'un aide-soignant ou d'une infirmière, qui s'exposent tous les jours, eh bien c'est un combat. Il y a un philosophe qui a écrit un papier très intéressant je vais faire de la publicité pour un de vos concurrents, désolé, dans le Figaro Magazine ce week-end, qui citait le philosophe Alain, qui disait 1914 fut le combat des pauvres, c'est ce que Alain disait. Eh bien, quand on voit ce qu'en sont payés les aides-soignants et les infirmières, je crois que tout le monde peut leur tirer son chapeau. Chapeau, évidemment. Quelle est leur morale aujourd'hui, alors que ça fait maintenant plusieurs semaines qu'ils sont dans ce combat? C'est une question fondamentale. Évidemment, je ne sais pas répondre à la question d'une manière globale, ça ne voudrait rien dire. Le moral, il dépend du soutien qu'on obtient du reste de la population. C'est très important. Ne croyez pas que ce qui se passe à 20h n'est qu'une petite affaire de communication, c'est fondamental, il faut continuer. Et puis la capacité aussi à être relevé quand on est fatigué, et on a beaucoup de professionnels qui viennent de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur qui nous disent voilà, on est disponible, on est médecin, on est infirmière. Moi, je suis médecin, mais c'est pas du tout ma spécialité, mais je suis prêt à venir aider une infirmière qui me montrera comment on fait. Ça nous aide beaucoup, vous voyez. On a l'impression de n'être pas seul. C'est fondamental. Le moral tient le système aujourd'hui. C'est ça qui tient. Alors, le moral, il est touché aussi par le nombre de soignants qui sont touchés. À la PHP, on dénombre 628 soignants qui ont été testés positifs, dont 40% de médecins. Comment vous réagissez à ces données-là? Oui. Écoutez, les 3 catégories de gens qui sont le plus touchés dans le personnel soignant sont les infirmières, les aides-soignantes et les médecins. Voilà. Et ça, c'est les 2 tiers. Évidemment, il y a d'autres catégories qui sont aussi importantes, mais ça, c'est le gros bataillon. Comment je réagis? Je réagis en disant, nous, on est prêt à s'exposer. Tous les jours, on est face à des patients qui sont infectés. Tous les jours, on sait qu'on peut l'attraper. Tous les jours, on ne pense pas à l'attraper, mais tous les jours, on se protège. Donc, on a besoin que nos autorités continuent à nous donner du matériel pour être protégés. C'est plutôt le cas, je vous le dis, à la séance publique. On ne va pas se plaindre quand je pense à mes collègues qui sont en ville et qui sont dépourvus de beaucoup de choses. Et quand je pense à toutes ces gens, tous ces pauvres gens qui travaillent auprès en particulier des personnes âgées qui vont à domicile, qui sont dépourvus des choses les plus élémentaires, ces gens-là, il faut les aider parce que le jour où vous n'avez plus de soignants, je ne sais pas comment vous faites. À Wuhan, en Chine, alors vous allez me dire que c'était l'épicentre, évidemment, mais 63% de la population soignante a été infectée. Il faut bien comprendre ça. Comment ils s'en sont sortis? Parce que la Chine est un grand pays et la Chine entière a envoyé des soignants pour les remplacer. Et voyez, cette affaire est fondamentale. Nous sommes un pays plus petit, nos marges de manœuvre sont moins grandes, bien entendu. Donc il faut protéger les soignants. Si ça craquait, il y aurait une difficulté. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi comprendre que les soignants, c'est une force morale importante. Et nous tenons aussi au moral.
Vous tenez au moral, il y a aussi cette question, on parlait des masques, on parlait des différentes protections, la question des médicaments, on commence à entendre certaines voix qui s'inquiètent d'une éventuelle pénurie de médicaments, notamment les médicaments qui sont nécessaires pour pouvoir intuber les patients, c'est-à-dire les transmettre dans un coma profond. Est-ce que vous êtes inquiet? Est-ce que c'est une réalité tangible? Oui. Bien sûr, c'est une réalité que beaucoup d'établissements vivent plus ou moins, mais je connais des établissements qui sont d'ores et déjà dépourvus de curares, qui sont des médicaments indispensables pour la parfaite intubation des patients et leur ventilation. Ce sont des médicaments qui ne coûtent absolument pas cher, mais qui sont fabriqués en Chine. On a décidé, probablement pour des gains absolument minimes, à une époque, de ne plus les fabriquer en France. Eh bien, tout ça, on est en train de le payer. Le jour d'après l'épidémie, il faudra se poser des questions fondamentales sur notre capacité à être indépendant en matière de médicaments, en matière de masques, en matière de surblouses, en matière de tout. C'est pas possible. Nous refuserons de recommencer à travailler dans les conditions dans lesquelles nous travaillions auparavant. Et il y aura une question d'indépendance industrielle qu'il faut poser. C'est incroyable qu'en France, on ne puisse plus avoir de curares et même parfois d'anesthésiques généraux pour certains. Donc il y a une question de relocalisation de nos productions, y compris de médicaments? Mais bien sûr, en plus, ce sont des produits qui coûtent rien, si vous voulez. Et c'est pour des économies de queue de cerise qu'on a décidé au cours des années d'envoyer se faire fabriquer ça à droite et à gauche, en Chine en particulier. On voit ce qu'on paye. Moi, je connais un peu l'histoire et je sais que l'Union européenne a été créée pour assurer l'indépendance alimentaire de l'Union. Eh bien, voyez, la question se repose toujours pour tout ce qui est nécessaire à la bonne survie de la nation. Nous avons besoin d'une indépendance industrielle, y compris sur les éléments les plus élémentaires. Vous avez évoqué les masques. Maintenant, tout le monde a entendu parler de ces masques dont nous avons tellement besoin. Eh bien, ce n'est pas normal que nous en soyons à quémander des trucs qui coûtent rien. On a l'impression d'être un pays parfois en voie de développement. Entendons-nous, moi je jette la pierre à personne en particulier. C'est une affaire qui date de tellement longtemps. Cette dérive obnubilée par le gain, par l'argent, et qu'on paye actuellement très cher. Est-ce que c'est, pardon, hein, je voudrais vraiment parler médecin avec vous, mais puisque vous l'évoquez, et puis comme je crois distinguer juste derrière vous ce livre sur François Hollande qui avait provoqué d'ailleurs sa chute, je découvre derrière vous ce livre « Un président ne devrait pas dire ça ». On se pose quand même la question de la politique dans tout ça. Est-ce que vous faites de la politique ? Non, je ne fais pas de politique. Je fais de l'information. Parce que dans une crise qui est aussi importante que ça, si ceux qui savent, les médecins sont là pour savoir, n'expriment pas ce qu'ils savent avec toute la prudence nécessaire et toute l'humilité, moi je me suis trompé de nombreuses fois dans cette affaire, comme beaucoup de monde, je me suis trompé de nombreuses fois, je veux vraiment le dire, eh bien, comment la population ne céderait-elle pas aux sirènes des fake news ? Nous sommes là pour expliquer les choses, nous sommes là pour dire ce que nous savons, ce que nous ne savons pas, le plus honnêtement possible. Ça fait partie, je crois, de la bonne santé morale de la nation et de son aptitude à suivre les recommandations, en particulier de confinement, qui sont évidemment fondamentales et qui, objectivement, on le sait désormais, permettent de sauver des vies. On a même des chiffres pour ça. Avoir confiance, et puis il sera temps ensuite effectivement de tirer les conséquences. Un mot sur la chloroquine, sans ouvrir justement la polémique, mais simplement Après. factuel. Est-ce que vous, par exemple, dans votre hôpital, vous administrez de la chloroquine aux patients ? Le ministre Olivier Véran a décidé d'autoriser l'utilisation de la chloroquine, enfin des dérivés de la chloroquine, dans certaines indications, ce que nous faisons depuis maintenant plusieurs jours aux patients qui nécessitent de l'oxygène. On leur propose ce médicament, ou d'autres d'ailleurs, parce qu'on parle de celui-ci, mais il y a d'autres traitements qui sont essayés, dans le cadre désormais d'essais thérapeutiques. Vous savez, la chloroquine, en réalité, il faut quand même bien savoir qu'on ne sait pas si ça marche. Il y a une dispute intellectuelle qui est normale en science. Les gens découvrent que les scientifiques peuvent n'être pas d'accord, mais c'est normal, ça a toujours été comme ça en science, et c'est même d'ailleurs la seule manière d'avancer. Il ne faut pas le prendre comme un drame, c'est normal, c'est absolument normal de douter.
Aujourd'hui, il y a des arguments qui plaident en faveur de l'efficacité de ce médicament, mais d'autres aussi qui plaident en défaveur de son efficacité. Eh bien, il faut qu'on arrive à savoir, et pour ça, il faut comparer les malades qui reçoivent le dérivé de la chloroquine de ceux qui ne le reçoivent pas et voir comment ça évolue. C'est ça la vérité, c'est qu'on ne sait pas. J'ai une question qui va peut-être vous paraître naïve. Est-ce que, au fond, les morts que l'on dénombre chaque jour auraient pu être évitées? C'est-à-dire, est-ce que si on avait plus de lits, comme vous l'évoquez, plus de respirateurs, si on avait plus de masques, si on avait plus de médicaments, si on avait plus de places dans les hôpitaux, on aurait pu faire davantage pour eux? Alors, c'est une question difficile parce que je ne sais pas y répondre. Intuitivement, je pourrais penser que si on se mettait à tester toutes les populations de toutes les EHPAD, par exemple, en donnant beaucoup de matériel aux gens qui soignent les patients, eh bien on éviterait le passage du virus d'un résident à un autre. Et donc on diminuerait le nombre de cas et peut-être le nombre de morts. D'ailleurs, dans la commune dont je suis maire, vous avez rappelé que j'étais maire, à partir d'aujourd'hui, nous testons la totalité de tous les résidents de nos 2 EHPAD pour séparer ceux qui sont positifs et négatifs à 2 étages différents et casser la contagiosité. Comment vous faites? Comment vous faites? Pardon, probable, juste un instant là-dessus. Personne ne saura dire. Je vous arrête un instant sur ce que vous avez évoqué. Dans votre commune, vous avez des tests. Pourquoi est-ce que d'autres ne le font pas? Oui. Je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé un laboratoire, le laboratoire qui est dans notre commune, qui s'est débrouillé pour avoir des tests. Nous, on l'a aidé en mettant en place une logistique. Les infirmières de ville et les médecins de ville viennent nous aider à faire les tests. Et on va tester aujourd'hui et demain la totalité de nos résidents. À l'issue, on saura qui est positif et qui est négatif. On mettra les positifs à un étage, les négatifs à un autre. Et donc, comme ça, on crée une barrière supplémentaire pour éviter la contagion croisée. Moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire absolument partout. Votre question initiale, est-ce qu'on aurait pu sauver des gens? Donc, vous voyez, c'est probable. C'est probable. À combien, je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, en revanche, il y a un papier de l'Imperial College qui va être publié aujourd'hui, qui a évalué le nombre de morts qu'on a évité déjà en France, grâce au confinement qui a été décidé par Emmanuel Macron il y a maintenant 15 jours. On considère qu'on a pu éviter probablement 2500 morts déjà. Donc vous voyez, on n'est pas dans des petites choses. Le confinement qui fait râler tant de monde, eh bien aujourd'hui, c'est 2500 vies qui ont été évitées. Je vous repose ma question peut-être autrement. Est-ce que parmi les gens qui sont décédés du coronavirus, certains l'ont été parce qu'il manquait quelque chose pour les aider? Non mais je vois bien, pardon, on essaye de comprendre en fait. On nous parle du manque et on nous parle des morts. Est-ce qu'au fond, de toute façon, c'était inévitable ou est-ce que ça l'était? Non, rien n'est inévitable. Quand on voit l'Allemagne, ils ont un taux de mortalité qui est très faible. Alors pourquoi est-ce? Je ne sais pas. En tout cas, il est clair que c'est l'ensemble des mesures barrières, dont le masque, dont les solutions hydroalcooliques, dont les combinaisons pour se protéger, dont le confinement précoce, dont plein de choses qui, pris ensemble, fait qu'on a moins de morts. Que vous répondent d'autres, je ne sais pas quantifier ça, mais c'est évident, plus vous faites, plus vous mettez en mesure des mesures de protection, bien moins vous avez de soignants qui sont affectés, moins vous avez de patients qui tombent malades. C'est sûr. Philippe Juvin, vous parliez du confinement. Tout ça, on en fera le bilan. On en fera le bilan très clair après. On en fera bien sûr le bilan, mais déjà aujourd'hui, ce confinement qui a été prolongé de 15 jours, est-ce qu'il faudra le prolonger encore davantage à vos yeux? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais probablement, je vous dis que le confinement aujourd'hui, à la date du 28 mars où ça a été étudié, c'est 2500 personnes qui ont été préservées dans leur vie. Donc probablement il faudra le continuer et probablement faut-il réfléchir à une évolution du confinement pour que nous puissions désormais confiner en même temps que l'on teste la majorité de la population. Parce que comprenez-vous bien, aujourd'hui quand un patient vient dans les urgences et qu'on le renvoie chez lui parce qu'il n'a pas de pathologie grave, par exemple une simple toux, on le renvoie sans le tester. Mais je le renvoie dans ses foyers où il va côtoyer des gens qui peut-être eux-mêmes ne sont pas malades. Et donc là où ça a marché, je pense à l'exemple de la Corée du Sud, là où ça a marché, c'est qu'on teste toute la population par divers moyens, pas seulement le test PCR avec le truc dans la narine,
et on isole, on confine différemment, en des lieux différents, ceux qui sont positifs de ceux qui sont négatifs. Et donc moi je crois que la sortie du confinement, elle doit être accompagnée par une politique extrêmement développée de testing de la population. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Le confinement up-to-date, le vrai confinement, c'est celui qui s'accompagne d'un testing de la population. Avec une question, évidemment, Philippe Juvin, qui est la question de la part faible, du coup, on l'espère, bien sûr, dans l'urgence de la population qui aura été en contact avec ce virus, mais se pose du coup la question de l'immunité collective. Est-ce qu'il y aurait un risque de rechute ensuite du fait que finalement on a mis sous cloche quelque temps le pays et que donc il n'y aura pas eu une proportion de la population suffisante qui aura été immunisée? Alors on considère habituellement dans les modèles d'épidémie que quand la moitié de la population est immunisée parce qu'ils ont rencontré le virus, eh bien l'épidémie diminue en intensité. À 75% de la population immunisée, on dit habituellement que l'épidémie disparaît. Donc il est très clair que si brutalement on dit à tous ceux qui étaient chez eux confinés et qui n'ont pas rencontré le virus, heureusement c'était fait pour ça, de sortir, le risque c'est qu'ils s'infectent, ce sont des patients naïfs pour le virus, dit-on, et qui là pour le coup tombent malades. C'est pour ça que la sortie du confinement, il faut y faire extrêmement attention et qu'elle doit être accompagnée des mesures dont je parlais, à savoir le testing le plus large possible de la population pour faire en sorte que ceux qui sont positifs, eh bien rapidement on les éloigne et on les isole. On n'a qu'à ouvrir toutes les chambres d'hôtel de France et de Navarre, on n'a qu'à ouvrir les centres de vacances, on isole tous ces gens le temps qu'ils développent la maladie et peu à peu on va avoir la vague qui va s'étaler avec une population qui va s'immuniser tranquillement, lentement, sans submerger le système de santé, parce qu'évidemment le sujet est là. Donc effectivement, oui, il y a ce risque. Il faut l'avoir. Merci beaucoup. Merci Philippe Juvin d'avoir pris le temps d'être avec nous sur RMC et BFM TV. On l'entend, ce sera long, il faudra être patient. Merci à vous, courage pour cette journée qui sera sans doute longue. Il est 8h55 sur BFM et RMC.